Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va. Et les activités? Oh, toujours la même chose. Hier, j'étais ici à la Mais radio. Jean-Paul, tu es un écrivain. Oui. Depuis là, tu n'as pas sorti la suite d'Akomamba au Royaume des Immortels. Bon. Alors qu'il y avait une suite normalement. Oui, normalement, il y a une suite. Tu es déjà dans ta zone de confort. Mais non. Non, au contraire, j'en suis encore très, très éloigné. J'ai un petit problème avec mon écran. Bon, bref, j'en suis encore très, très éloigné. Mais en fait, c'est une question d'organisation, en fait. Je ne suis pas encore parvenu à trouver la bonne organisation pour me permettre... Est-ce que tu cherches? Non, Il te faut constituer ton équipe. Est-ce que tu cherches une bonne organisation ou bien tu... Non, là aussi tu as quand même raison. Je ne me suis pas vraiment penché aussi sur la question. Mais si tu veux, en fait, le livre est dans ma tête. Il est déjà conçu. Mais tu as tout pour l'écrire. Voilà, tu as les ordinateurs, tu as Internet. Voilà, j'ai tout. Bon, je n'ai pas aussi un peu, si tu veux, le calme qu'il faut pour pouvoir travailler. Parce qu'à la maison, voilà, avec les enfants, il faut s'occuper des enfants. C'est un peu ça. Mais il faut t'évader, tu vas, je sais pas, Moulengi Binza ou bien à Kumamoyon, un coin comme ça. En fait, il faudrait, moi, je me dis sérieusement, si je suis enfermé quelque part, en 4-5 semaines, j'ai terminé le livre. D'accord. Voilà. Moi, j'ai écrit à Akomamba et les Immortels. J'avais commencé l'écriture, bon, disons, en 2009. Mais comme j'avais beaucoup d'obligations à l'époque, je travaillais chez un employeur qui est dans une grande brasserie de la place, donc je n'avais pas beaucoup de temps. Et puis quand j'ai changé d'employeur, j'ai eu environ 3-4 mois où vraiment le rythme de travail avait beaucoup baissé. Et donc en à peine 6 semaines, j'avais terminé le livre. D'accord, voilà. ok. Mais à l'époque, madame n'était pas encore à côté de moi, les enfants non plus. Donc, si tu veux, j'étais dans un environnement qui me permettait vraiment de pouvoir produire. Quoi. Le livre est toujours en vente? Oui, il est toujours en vente sur Amazon. Oui, il est toujours en vente. À 19,50 €. Voilà. Ceux qui veulent découvrir l'univers du web, je leur dis de lire. Ils ne vont pas le regretter parce que beaucoup de gens qui ont lu le livre me disent toujours que ouais, la suite, parce que vraiment la manière dont tu racontes et tout ça, ça nous fait découvrir cet univers du web là. Et puis bon, c'est vrai que j'ai commencé. Et le professeur même Grégoire Biogo m'avait exhorté de ne pas m'arrêter là parce que, évidemment, un écrivain ne se contente pas d'un livre. Il faut produire. D'accord. Et il a raison. Merci Jean-Paul avec nous ce matin. L'actualité internationale nous emmène où? Sur les manifestations sociales qui suivent, si tu veux, la crise pandémique. Ouais. Parce qu'après la crise sanitaire, depuis 2020, depuis 2 ans, en fait, le monde entier est suspendu aux restrictions sanitaires. Et ces restrictions sanitaires-là ont eu de gros effets sur les économies des pays. Et donc aujourd'hui, on commence à ressentir les effets de la crise sanitaire, notamment sur le plan social, avec une inflation galopante dans la plupart des grands pays. Maintenant, les États, en fonction des moyens, ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de limiter les effets de cette crise sanitaire-là sur le plan économique et social. Il y a eu de grands plans de relance économique et puis de grands plans de financement de couverture sociale. C'est le cas, par exemple, en France. C'est le cas également aux États-Unis, en France, en Europe de manière générale, aux États-Unis et en Asie, où les pays, en fonction de leur situation et de leurs moyens, ont dû prendre un certain nombre de mesures. Le Gabon aussi en fait partie. Ont dû prendre un certain nombre de mesures pour essayer de limiter les effets. Apparemment, ça ne suffit pas parce que même aux États-Unis, il y a eu un mouvement qu'on appelle les convois pour la liberté qui a démarré il y a 1 semaine au Canada, où dans la ville de Windsor, c'est une ville qui est frontalière à la ville de Détroit. Windsor, c'est dans la province de l'Ontario qui jouxte l'État du Massachusetts. Donc Windsor, c'est la ville la plus proche de Détroit. Et il faut savoir que le pont Ambassador qui relie la ville de Windsor à celle de Détroit, c'est le pont le plus emprunté par le plus fréquenté entre le Canada et les États-Unis. Il faut savoir que 25% des échanges économiques entre le Canada et les États-Unis passent par ce pont qui est emprunté quotidiennement par 40 000 véhicules. Donc c'est un axe stratégique sur le plan économique, aussi bien pour les États-Unis que
pour le Canada, parce qu'il faut savoir que beaucoup, par exemple, de constructeurs automobiles américains ont de sous-traitants qui se trouvent au Canada, et donc ces pièces qui sont indispensables à la fabrication de véhicules, notamment à Détroit. Tu sais que Détroit, c'est la grande ville de l'automobile aux États-Unis, et donc il y a des dizaines d'entreprises sous-traitantes qui sont au Canada et qui fabriquent des pièces pour des véhicules qui sont ensuite assemblés à Détroit. Et donc ces pièces automobiles-là convergent par ce pont-là. Et il y a aussi des milliers de travailleurs canadiens, hein, notamment par exemple dans le secteur de la santé. On sait que il y a de nombreuses infirmières, par exemple, canadiennes qui vivent dans la ville de Windsor et qui travaillent à Détroit ou dans des hôpitaux publics ou privés. Donc, c'est vraiment un axe sur le plan économique vital. Et donc, le fait que des camionneurs aient bloqué ce pont-là, eh ben, ils l'ont bloqué pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que le gouvernement canadien de Justin Trudeau n'écoute pas leurs revendications, qui depuis 2 ans, ils demandent d'alléger soit les mesures sanitaires ou bien de les lever, et surtout de ne pas mettre en œuvre, de ne pas imposer l'obligation vaccinale. Donc c'est l'obligation vaccinale plus les mesures sanitaires qui, selon eux, asphyxient le secteur de transport, d'autant plus que lorsque l'on regarde, si tu veux, la plupart des subventions qui ont été accordées par le gouvernement canadien aux entreprises, les entreprises de transport estiment n'avoir pas reçu suffisamment d'argent pour pouvoir faire face justement aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu automobile au Canada, par exemple, il y a 2 types de travailleurs. Vous avez des travailleurs qui sont dans des compagnies, dans des entreprises avec des camions, etc. Et vous avez aussi des travailleurs privés, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille en freelance. Il s'est battu, il a pris un crédit de plusieurs centaines de milliers de dollars, il a pu acheter un camion, et donc il doit rentabiliser ce camion-là. Or, en imposant des mesures sanitaires telles que l'obligation vaccinale, en imposant la multiplication des tests, en imposant un certain nombre de mesures, ces mesures-là, évidemment, ont eu un impact sur son activité et donc ont eu un impact sur son revenu. Et donc, il doit faire. Et s'il n'a pas une aide suffisante de la part du gouvernement, eh ben, il y a un risque de saisie, par exemple, du camion, soit par les banques. Il y a un risque de saisie du camion par le fisc, parce qu'évidemment, il ne sera pas acquitté de son devoir d'imposition fiscale, etc. etc. Donc, les camionneurs canadiens sont asphyxiés financièrement et ils considèrent depuis 2 ans, ils ne sont pas écoutés par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Et donc, ils ont décidé de passer à l'acte après avoir donc décidé de, si tu veux, bloquer justement le pont Ambassadeur pour montrer évidemment leur détermination. D'autres villes également, d'autres grandes villes également au Canada, comme ont été également sont également sous le coup de manifestations, notamment à Québec et dans d'autres provinces du Canada. Et surtout que ces manifestations gigantesques au Canada qui ont paralysé le pays pendant près d'une semaine ont, si tu veux, fait naître dans l'esprit notamment des Français, si tu veux, qui font face également aux mêmes problématiques sur le plan social, parce qu'en France aussi, la situation sanitaire s'est aggravée, la situation sociale. On parle aujourd'hui d'une augmentation, par exemple, de l'inflation de l'ordre de 6 à 7%, et cette augmentation de l'inflation se fait ressentir sur le panier de la ménagère. Surtout que les mesures sociales prises par le gouvernement pour essayer de limiter les effets en octroyant par exemple des allocations pour la rentrée scolaire, en octroyant une allocation de 100 € pour lutter contre l'augmentation du prix du gaz, en multipliant, si tu veux, des allocations comme ça, malheureusement, le consommateur ne s'y retrouve pas lorsqu'il doit faire face à l'ensemble de ces charges. Et donc, eux aussi, évidemment, il ne faut pas aussi oublier qu'avant la crise sanitaire, il y avait déjà une grave crise à laquelle Emmanuel Macron et son gouvernement étaient confrontés, c'était la crise des Gilets jaunes. Or, ces derniers estiment qu'on est encore exactement dans la même situation et que la crise, si tu veux, les mesures sanitaires, donc ces restrictions qu'ils voient beaucoup plus comme des restrictions de liberté plutôt que comme des mesures pour protéger les populations contre la pandémie, contre la Covid-19. Et donc, ces Gilets jaunes-là ont donc décidé de retenter le coup et de redescendre dans la rue pour
pour faire de nouveau entendre leurs revendications parce qu'ils estiment que les revendications sont les mêmes, toujours un problème de pouvoir d'achat, toujours un problème de salaire qui est bas. Et donc, tout ça fait que, au regard de ce qu'ils ont pu voir au Canada, ils ont donc décidé, eux aussi, de lancer leur convoi pour la liberté. C'est ainsi que, dès ce dimanche dernier, donc le 13, on a vu converger vers Paris un certain nombre de véhicules, un certain nombre de manifestants qui ont tenté de bloquer l'avenue des Champs-Élysées, justement, pour manifester une fois de plus contre les effets sanitaires et surtout l'obligation vaccinale. Alors, le gouvernement avait pris les devants en interdisant déjà ces manifestations et près de 1300 policiers avaient été déployés tout le long des Champs-Élysées pour empêcher que cette manifestation-là ne se fasse. Il y a même eu l'usage de gaz lacrymogène pour essayer de disperser les manifestants et près de 330 manifestants ont été interpellés. Et donc, ça prouve que, évidemment, et à côté, il y a eu aussi, du côté de la Belgique, vous savez que Bruxelles, c'est le quartier général de l'Europe, c'est le siège de la Commission de l'Union européenne. Il y a eu aussi une tentative hier de convergence de certains manifestants vers Bruxelles. Bruxelles aussi avait un peu pris les mêmes mesures qu'en France pour essayer de bloquer au maximum l'accès aux manifestants à la place Sainte-Catherine, qui est un peu la place emblématique de Bruxelles. Et donc là-bas aussi, on a limité. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a un fait qui est là, c'est que les manifestations, si tu veux, la colère sociale est en train de gronder. Cette colère sociale est exacerbée d'autant plus par les chiffres. Lorsque l'on regarde les chiffres, j'en avais parlé par exemple sur le rapport d'Oxfam France qui disait que durant les 2 années qui se sont écoulées, les milliardaires sont encore devenus encore plus riches. Les riches sont devenus encore plus riches. Les grands gagnants de la Covid, ce sont évidemment ceux qui sont dans la finance, ceux qui sont dans le commerce en ligne. Et donc, ces gens-là ont gagné et ceux qui sont évidemment dans la biotechnologie, notamment l'univers des vaccins, ces gens ont gagné des centaines de milliards de dollars. Le nombre de milliardaires n'a jamais été aussi important. Jamais sur une période aussi courte, 2 ans. Par exemple, Elon Musk ou Jeff Bezos ou encore Bill Gates et tous ces grands milliardaires-là n'ont gagné autant d'argent de toute leur carrière. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont riches. Or, il y a aussi 100 fois plus de pauvres. Lorsque l'on regarde le ratio entre la richesse qui est accumulée par les plus riches et lorsque l'on regarde la dégradation du niveau de vie des populations les plus faibles, les plus pauvres, on constate que ce ratio-là est vraiment terrible. Et donc, c'est ce qui fait que, évidemment, les manifestations que l'on observe dans ces pays-là ne sont pas prêts de s'arrêter parce que les effets sont là et tout semble converger pour, si tu veux, le fait que l'on ait une situation sociale qui soit dégradée à court et moyen terme. Parce qu'on a aussi, par exemple, en Europe, au centre de l'Europe, on a la crise ukrainienne avec le risque de guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'impact que cela pourra avoir, notamment sur les hydrocarbures, parce qu'en Europe, le premier fournisseur de gaz et de pétrole à l'Europe, c'est la Russie. Et donc, s'il y a une guerre en Ukraine, cela aura inexorablement un impact sur le cours du baril du pétrole. Et donc, ça peut avoir des conséquences désastreuses, notamment pour les ménages en Europe qui ont besoin du pétrole, notamment pour se chauffer durant la période hivernale ou bien qui ont besoin d'essence pour faire fonctionner leur voiture pour pouvoir aller travailler. Donc là, vraiment, ils vont sentir les effets, d'une telle situation. Donc, c'est tout ça qui fait craindre c'est cette incertitude sur le fait qu'on ne sait pas, il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre. Tantôt, les Américains disent que la Russie se prépare à attaquer, et la Russie dit qu'elle ne va pas attaquer. Ils sont dans les manœuvres. Les Américains ont demandé aux ressortissants américains en Russie de partir. Voilà, alors Russie s'apprête à annexer l'Ukraine. Vladimir Poutine dit il reste toujours dans la même position en disant que lui discute avec les Européens. 1 et 2, il est dans l'organisation de manœuvres tout à fait normale pour son armée. Une armée, elle doit s'entraîner et donc elle s'entraîne à des scénarios d'invasion de son territoire qui pourraient venir de l'Ukraine. Quelques kilomètres de la frontière. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Donc la Russie reste campée sur cette déclaration-là. Et puis il y a l'Europe au milieu. Donc l'Europe, c'est essentiellement la France et la France
et l'Allemagne, Olaf Scholz et Emmanuel Macron multiplient les voyages entre Kiev et Moscou pour essayer de trouver une réponse politique à cette crise-là. Bon, même si ça, j'en parlerai demain, il faut relativiser le rôle des Européens dans cette affaire et relativiser le risque de guerre qui est brandi par les Américains. Je pense que c'est assez exagéré. Mais bref, il y a ce risque-là, mais cette incertitude-là pèse sur les prévisions en matière de planification pétrolière. Et donc, ça a un impact sur la valeur du cours du baril. Et donc, tu vois, ça va impacter forcément, ça impacte même déjà les populations européennes. Et donc, tout ça, et pas seulement européenne, occidentale de manière générale, même aux États-Unis et au Canada. Et donc, tout ça fait ressurgir cette colère-là du fait que les opinions publiques commencent à constatent malheureusement que les gouvernements n'ont pas pris suffisamment de mesures ou n'ont peut-être pas pris les bonnes mesures pour limiter les effets de l'inflation, pour limiter les effets de la hausse des prix, pour limiter les effets de la dégradation de leur situation sociale, la dégradation de l'emploi, la dégradation du logement, la dégradation des soins de santé. Donc tout ça fait qu'il y a cette colère-là qui gronde. Et si on voit qu'au Canada, il faut savoir qu'au Canada, les Canadiens sont connus à travers le monde entier comme étant des gens qui se plaignent peu. Il y a très peu de manifestations au Canada, hein, surtout en matière de droits sociaux. Or, si vous voyez maintenant les Canadiens sortir, c'est que vraiment, ils en ont ras-le-bol de la situation. Et donc, ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils craignent ? Eh bien, ils craignent justement une montée de la colère sociale du fait des effets des restrictions sanitaires. Et malheureusement, ce n'est que la simple conséquence de ce qui devait arriver, hein, parce que, évidemment, lorsque vous avez une situation sociale qui se dégrade au bout de 1 an, 2 ans, et que les populations n'ont pas l'impression qu'on va sortir du bout du tunnel parce que les restrictions sanitaires demeurent, parfois elles sont même durcies, et surtout que de l'autre côté, le gouvernement ne donne pas suffisamment de compensation aux populations pour qu'elles puissent faire face à cette menace-là, eh bien, ils se disent que peut-être que le gouvernement est en train de les rouler dans la farine, d'autant plus qu'ils voient cette petite minorité, cette oligarchie-là devenir de plus en plus riche. Et donc ça justifie un peu cette colère-là que l'on voit ici et là, et au Canada, et en France et en Belgique. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA fraîchement. Urban FM 104.5.